Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans cette critique à chaud de Ocean 8, donc le nouveau volet plus ou moins de la saga Ocean. Alors j'ai décidé un peu de changer ma méthode et ma façon de faire les critiques à chaud, voilà, parce que je trouve que je suis allé un peu loin sur la critique de Jurassic World avec une miniature vraiment putassière et une critique pas forcément extrêmement bien construite, donc je vais un peu changer ma formule, c'est pas non plus un énorme changement, mais je vous explique rapidement. Il va y avoir une première partie où c'est un avis rapide sans spoiler, donc vous pouvez rester là tranquille. Il y aura un petit avis sans spoiler pour savoir s'il faut y aller ou pas, selon évidemment mon conseil, hein. Vous êtes libre de le suivre ou pas, c'est pas l'important. C'est toujours mieux de se faire un avis soi-même de toute façon, donc allez le voir quoi qu'il arrive. La deuxième partie sera donc une petite critique détaillée du film, avec des spoilers éventuellement. Et on va partir dans une troisième partie qui sera une réflexion autour de la thématique que j'évoque dans la miniature, qui est un peu parce que le film me fait penser à ça, qui sont les facilités, les incohérences de scénario dans un film, parce que voilà, Ocean 8, pour moi, m'a vraiment fait penser à ça, et c'est un bon film pour illustrer cet exemple-là, et donc amorcer une petite discussion. Voilà, tout est dit, le but c'est que ce soit concis, rapide, efficace, enfin rapide, une bonne vingtaine de minutes globalement, cette vidéo, voilà, donc c'est un peu une nouvelle formule, je vais essayer de faire ça à chaque film, on va dire que ça ressemble un peu à ce que fait le Fossoyeur de film, mine de rien, où il met une thématique et il l'exploite dans sa critique, je ne révolutionne rien, mais j'avais envie d'un peu changer ma manière de faire, et d'essayer de vous proposer voilà, quelque chose d'un poil plus étoffé en critique à chaud, parce que moi-même, je ne m'épanouissais plus forcément dans ce domaine-là. Donc on part tout de suite dans une partie non-spoiler. Alors, Ocean 8, donc c'est un spin-off, on va dire, presque reboot dans l'esprit, mais plus un spin-off de la trilogie Ocean. Alors la trilogie Ocean, moi c'est une trilogie que j'adore, que j'ai revue récemment, pour préparer une des vidéos sur les braquages que j'ai fait l'année dernière. Le truc de la trilogie Ocean, c'est que c'est vraiment une trilogie d'auteurs. Il y a Soderbergh qui est derrière, et il mène tout vraiment comme il l'entend, et c'est pour ça qu'on a des opus très différents. Le 1, c'est vraiment un film de braquage hyper efficace, pour moi c'est le meilleur opus, et le 2, il prenait totalement le contre-coup de ça, il était quasiment... il y avait une vraie réflexion sur le genre, sur ce qu'est un film de braquage dans le 2. En plus, voilà, les films ont tous un casting extraordinaire, donc ça va être compliqué de passer après la trilogie Ocean, que moi personnellement j'affectionne énormément. Et donc, qu'est-ce que fait Gary Ross, qui est donc le réalisateur de Ocean 8, c'est le réalisateur de Hunger Games aussi, voilà, je connais pas très bien sa filmo, mais en tout cas, j'avais bien aimé la manière dont il avait réalisé le premier Hunger Games. Et donc Gary Ross, ce coup-ci, ce qu'ils ont fait, les studios et lui, c'est qu'ils ont décidé de prendre un casting entièrement féminin, avec Sandra Bullock en lead, et Cate Blanchett en deuxième rôle principal, et Anna Thaoué pour les plus connus. Alors c'est un geste intéressant, ça a été fait plus ou moins dans le reboot de Ghostbusters, de l'année dernière, voilà, donc c'est un peu une mode hollywoodienne de reprendre des franchises, enfin pas une mode parce qu'il n'y a pas énormément de films qui font, si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me le dire, qui reprennent des franchises en les féminisant, on va dire. Je trouve que dans ce film-là, ça apporte quelque chose d'intéressant, c'est pas du tout fait de manière cynique pour attirer peut-être un public en plus, enfin il n'y a pas de côté, je sens pas le côté vraiment ultra marketing de la démarche dans le film, donc ça ne m'a pas posé problème, je sens pas non plus un truc qui m'avait un peu peut-être agacé, dans Ghostbusters, c'était le côté un peu misandre du film, avec le fait que le personnage masculin soit un gros bonnet, et que, vu que c'est un film avec des femmes, on essaye vraiment de charger un peu la mule et de faire en sorte que tous les hommes sont des crétins. Là, potentiellement, si tu y réfléchis, il y a un peu de ça, et à la fois pas tant que ça. Les personnages, finalement, sont... moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir un problème avec le sexe de chaque personnage, et de m'identifier aux hommes plus qu'aux femmes. Enfin, bon, c'est un film de braquage, avec des femmes en rôle principal. Donc, passer ça, je trouve ça très intéressant. Le film... Bon, c'est un Ocean, il essaye de faire, on va dire, un Ocean dans les grandes lignes. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs défauts à ça. Il y a principalement le fait que passer après la trilogie Ocean en reprenant exactement une formule qui a déjà été faite rend le film pour moi très prévisible. Donc c'est un film de braquage qui vraiment ne sort pas des codes du film de braquage, et donc si on a vu 2-3 films de braquage dans sa vie, on se doute un peu de tout ce qui va se passer, plus ou moins, surtout que le film malheureusement manque un peu de rebondissement à mon goût. Voilà, donc ça c'est un peu pour vous expliquer, je résume rapidement l'histoire, hein. C'est donc la sœur de Danny Ocean, qui est interprétée par Sandra Bullock, qui sort de prison, donc ça ressemble vraiment au premier Ocean Eleven où George Clooney sortait de prison, et donc il décide d'organiser un grand braquage où ils vont voler un bijou. Voilà, avec l'aide, donc il se crée une équipe de 7. Alors c'est intéressant parce qu'ils sont moins nombreux que dans la saga Ocean, ce qui permet peut-être aux personnages tous d'exister un peu plus. Après, je trouve pas que l'écriture des personnages soit extraordinaire, on a l'impression un peu de leur donner, on va dire, un pseudo-but ou une légère... on va les gribouiller rapidement au moment de les présenter, et après ça va suffire pour le reste du film. Donc vous savez, si vous regardez mes critiques, moi je suis pas forcément... j'ai pas besoin qu'on me raconte plus que ça un personnage. Moi j'ai l'impression que les personnages se révèlent souvent dans l'action, au moment de faire des choses, que c'est là qu'on commence à les comprendre. Mais là, j'avoue que même au moment de l'action, tu pourrais les intervertir les uns aux autres,
à part leurs caractéristiques, par exemple d'être la pickpocket ou d'être la fille qui fabrique les diamants, à part leurs caractéristiques, leurs compétences, j'avoue que dans la personnalité ou dans leurs aspirations ou dans leur comportement, franchement, tu pourrais les interchanger, j'avoue que j'aurais pas fait attention. Donc c'est un peu problématique parce que je trouve pas qu'il soit extrêmement bien écrit. Autant Sandra Bullock est vraiment intéressante parce qu'il y a tout ce rapport à la trilogie Ocean avant, il y a un petit côté familial, c'est vraiment... Il y a une scène de présentation qui est très sympa de son personnage, que j'ai bien aimé. On comprend rapidement le personnage, elle est vraiment miroir avec le personnage de Danny Ocean qui était interprété par George Clooney dans la saga précédente. Donc là-dessus, son personnage j'ai bien aimé. Après, les autres, je trouve qu'ils perdent tous vraiment en intensité. Il y a peut-être le personnage de Anna Hathaway qui est vraiment pas mal, et celui d'Helena Bonham Carter, qui fonctionne aussi de manière intéressante, même si par moments je trouve que le jeu est pas forcément toujours au rendez-vous, et à la fois ils y font une petite référence à un moment, donc il y a presque un côté conscient de soi-même qui est pas déplaisant. Donc c'est un film qui essaye de rester dans la vibe Ocean, donc il y a toujours cette musique un peu jazzy pour rythmer le tout, on est vraiment sur un braquage, on suit les étapes vraiment de recrutement, après il va y avoir l'explication du plan, la mise en place du plan, enfin on est dans quelque chose de très très proche du Ocean 11. Alors après moi personnellement le milieu m'a moins parlé parce que j'adorais le milieu des casinos par exemple, là où on est dans le milieu, on est dans un milieu plutôt people, fashion, mode, avec un gala du Met à New York. Ce qui est intéressant, au moins ça colle plus avec le côté féminin du film, on va être avec des designers de couture, on parle de bijoux, bon c'est un peu peut-être cliché de dire ça sur le fait que ce soit féminin, mais en tout cas on est plus dans un côté glamour, et qui convient bien au casting qu'ils ont, avec ces actrices très glamour, donc pour les gens qui adorent les belles robes, les costumes, là vous allez être servis, vous allez voir vraiment des belles choses à l'image, il y a un côté vraiment, ça sexualise pas du tout les personnages, mais ça les glamourise, vraiment, il y a un côté glamour qui se dégage de ça. Donc l'ambiance, on va dire que c'est une ambiance où ils essayent de créer l'atmosphère Ocean 11 avec un rythme, c'est surtout le rythme Ocean 11 qui a essayé d'être créé. Par moments, c'est très artificiel, notamment par tout ce qui est transition. Le mec essaye de faire des transitions un peu comme Soderbergh faisait, mais je trouve qu'il y a beaucoup de fautes de goût dans le montage par moments, avec des espèces de trucs. T'as l'impression qu'il a utilisé les vieilles transitions de Adobe Premiere où il fait tournoyer l'écran pour faire apparaître un autre personnage. Enfin, vous verrez le film, vous me direz si vous aimez ce montage. Moi personnellement, ça m'a un peu dérangé, sorti du film par moment, parce que je trouvais ça un peu cheap. Là où justement il y a une volonté de faire glamour chic dans le film, donc je trouvais ça bizarre de mettre ça en confrontation avec un montage un peu cheapos. Bah écoutez, dans l'ensemble, j'ai passé un moment agréable, et bon, je vais détailler les problèmes, parce que j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit dans ce film-là. J'ai passé un moment agréable, je lui mets la note de 2,5 masques sur 5, parce que pour moi, c'est un film léger, de braquage, qui ne se prend pas plus au sérieux que ça, mais qui a le mérite d'être au moins fonctionnel, premier degré. On en a pour ce qu'on va voir, quoi. Après, c'est vrai que ça n'atteint pas le niveau d'aucun des volets de la trilogie, pour moi. Vraiment, c'est vraiment le moins bon si on l'inclut dans cette saga-là. Et c'est un film de braquage, on n'en voit pas tant que ça, donc à la limite, ça a le mérite d'être divertissant et sympathique. Donc on va aborder tout de suite la partie spoiler, qui va pas être énormément dense, parce qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler. Mais donc voilà, la partie spoiler, je vais détailler un peu plus les personnages. Donc comme je le disais, Sandra Bullock, je la trouve vraiment intéressante dans ce rôle. Il y a, pour moi, au départ, j'ai eu l'impression qu'il y avait un léger regard sur le côté comédienne. D'ailleurs, c'est toujours le principe des braqueurs, c'est qu'il y a toujours un parallèle avec le fait que c'est aussi des acteurs, parce qu'ils se mettent dans des rôles pour jouer des choses. Et le début m'a fait penser à un casting où elle est là toute seule en prison, et elle répond à quelqu'un qu'on ne voit jamais, et elle joue un rôle, littéralement, elle joue une composition, et d'ailleurs après on lui dit « Ah, t'as bien joué ton coup, bravo », limite comme si elle avait réussi le casting. Donc je trouvais que c'était un petit détail intéressant, et malheureusement j'ai pas du tout retrouvé cette vision-là des braqueurs dans le reste du film. C'était vraiment juste moi qui me fais un film sur la première séquence. Après, il y a le moment où elle sort de prison qui est intéressant, où elle vole, et on a le côté vraiment la fluidité de la vie d'escroc, quoi. Il y a un côté, c'est facile, et elle escroque comme elle respire, littéralement, et je trouvais ça intéressant de le présenter. Après, dans le reste du film, malheureusement, ça se dilate un peu, et ça devient de moins en moins efficace, et je trouve que finalement, elle n'a pas grand-chose à jouer dans le reste du film. Il y a toute cette histoire de vengeance qui répond un peu au côté d'Ocean, avec le côté où lui veut récupérer son amour, donc c'est un peu miroir aussi. Bon, je trouve pas ça passionnant, malheureusement, sa relation... Enfin, voilà. Le problème, c'est que autant elle est bien présentée, autant elle est pas extrêmement bien exploitée dans le reste du film, donc c'est un peu dommage. Les autres personnages, il y a Helena Bonham Carter qui joue une espèce de créatrice de mode qui est totalement dans la faillite et qui est un peu perdue. Bon, je trouve qu'elle en fait pas des caisses, donc à la limite ça va peut-être au tout début, la première fois qu'on la voit, et après ça va, mais pareil, son personnage... perd en intérêt au fur et à mesure des... En fait, c'est un peu le problème de tous les personnages, c'est que autant ils sont présentés rapidement, et autant dans l'exploit, je trouve qu'ils sont vraiment pas extrêmement bien exploités. Kate Blanchett, par exemple, elle a un côté
un peu viril pour une femme, elle aime conduire des motos, enfin, elle a ce côté-là. Donc, mais au final, dans le film, tu te souviens pas de grand-chose de ce qu'elle fait personnellement. Elle est un peu le sidekick total, qui est très absente. Elle est là visuellement, mais finalement, dans le personnage, dans le caractère, elle est très très absente. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pas eu envie de voir un autre film de ces braqueurs-là, quoi. Je trouve que le gang de braqueurs, au final, celle qui s'en tire quasiment le mieux, et étrangement, ça me fait bizarre de le dire parce que je m'y croyais pas avant d'aller voir le film, c'est presque Rihanna, qui est le personnage le plus évident à analyser, qui est le côté un peu là. C'est la Jamaïcaine, enfin elle vient des Barbades, Rihanna, mais son personnage a l'air d'être un peu jamaïcain, qui fume des pétards, qui est la hackeuse easy, qui est encore quasiment une adolescente et qui en a un peu rien à faire. Et limite son personnage fonctionne vraiment bien, enfin plus que les autres je trouve. Voilà, la pickpocket, elle est un peu agaçante, et même à la fin par exemple, on comprend même pas c'est quoi son trip avec elle veut être une youtubeuse ou une vlogueuse, enfin... Tu vois, genre, bon, j'ai pas réussi à bien le cerner, ce personnage-là. La fille qui fait les diamants, bon, il y a ce côté recherche de l'amour, mais c'est 2 scènes qui viennent rythmer le film, qui est assez léger. Après, voilà, elle fait le taf, quoi, dans ce qu'elle fait, mais elle dégage pas de la comédie, alors qu'elle, c'est une actrice plutôt comique qui jouait dans The Office. Et voilà, on sent qu'ils ont pris des femmes intéressantes de toutes les diversités, ethnies et tout ça. Mais personnellement, en termes d'écriture, je trouve pas qu'il soit extrêmement bien écrit. Pour moi, c'est plus du griffonnage au départ, et après, on laisse l'histoire se dérouler. Il y a Anna Hathaway qui est intéressante parce que son personnage, je pense que voilà, si on voit le film une deuxième fois, il y a des choses intéressantes à regarder sur son personnage parce que voilà, vu que la révélation à la fin vient de nous expliquer que qu'en fait elle était plus ou moins partie prenante du coup, ça peut être intéressant à reanalyser le film pour voir comment elle le joue elle, et surtout que c'est une bonne actrice, Anna Hathaway, donc il y a ce côté où ce qu'elle pourrait paraître un peu crétine, peut-être qu'elle le surjouait, ou voilà. Donc ça peut, à la limite, il y a peut-être ça qui valait peut-être le coup à regarder. Après on peut parler rapidement du lien avec la saga Ocean, parce que voilà, il y a 2-3 réminiscences, donc il y a le côté Sandra Bullock, c'est la sœur de Danny Ocean qui est mort entre temps, mais on sait tous qu'il n'est pas vraiment mort, que c'est probablement une dernière escroquerie de Danny Ocean. Bon, c'est là, ça permet de faire le lien, et à la fois c'est un peu... catapulté comme ça, parachuté dans le film sans vraiment d'exploitation après. Alors oui, les seules exploitations, c'est qu'on voit Saul débarquer. Il y a Yen qui est utilisé à la fin un peu quasiment en Deus Ex Machina. Enfin, le lien avec la saga, il est un peu forcé, je trouve. Il y a par exemple l'histoire de la montre de Danny qui est gravée, on dit qu'il l'a volée. Enfin, bon, c'est des petits détails, c'est vraiment de l'ordre du clin d'œil plus qu'autre chose. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais à la fois, bon, ça aurait été peut-être sympa d'avoir un moment, j'ai cru qu'ils allaient vraiment nous faire la surprise d'avoir une vraie émergence des 2 sagas, enfin des 2 équipes quasiment, mais en fait c'était trop ambitieux pour ce film-là, qui est assez simpliste et qui utilise plus le nom Ocean pour se vendre en tant que film de braquage crédible et avec un potentiel commercial, que vraiment avoir un vrai lien avec la saga. Et d'ailleurs, tu vois, je reprocherais plus le fait que ce soit un vrai Ocean dans le côté marketing du délire, que d'avoir pris qu'un casting féminin. Que pour moi, autant le casting féminin ça se justifie totalement, autant que le film s'appelle Ocean 8, bon c'est vraiment plus pour me faire aller au cinéma, et d'ailleurs je pense que j'y suis allé parce que ça s'appelait Ocean 8 plutôt qu'autre chose, quoi. Le truc qui est trop intéressant dans ce film, c'est que normalement dans un film de braquage, le braquage c'est vraiment la pièce finale, le moment, le climax du film, quoi, et à la limite le vrai climax c'est le moment où on va comprendre comment tout ça a eu lieu. Là il y a un peu de ça, mais il y a toute une partie avant où il y a l'enquêteur de la compagnie d'assurance qui vient enquêter, et c'est vrai que ça crée d'un coup, le braquage a eu lieu, et on fait une petite pause où il y a on suit quasiment un autre personnage pendant une dizaine de minutes, qui fait des choses dans un coin. Le personnage est très sympathique, il est anglais, et il a une vraie bonhomie dans sa manière d'être interprété, qui fait que tout de suite, il passe pas pour le méchant, et d'ailleurs il a une relation avec, la relation qu'il a avec Sandra Bullock, je la trouve intéressante, parce qu'il y a le côté, on sait tous les deux qu'on joue un jeu, et que je veux juste pas que, comment on peut réussir à faire en sorte de gagner mutuellement. Il n'y a pas du tout ce côté, genre le flic qui vient enquêter, et qui est en mode hyper méfiant, là vraiment, non, je suis là, je suis cool, je vais juste retrouver le collier, moi, je le trouve sympathique et tout. Donc ça j'ai bien aimé, mais ça crée un rythme particulier parce que tu quittes le braquage et tu dis, mais ouais, il y a un côté un peu anticlimatique où le moment où vraiment tu devrais être à fond dedans, d'un coup ça retombe un peu comme un soufflé. Enfin, ça retombe un peu et tu mets du temps à remonter pour arriver au moment où il te réexplique tout le plan une deuxième fois. Voilà. Et on va arriver surtout au point que je voulais énoncer dans cette critique, au quoi le film me fait majoritairement penser, c'est les facilités de scénario et les incohérences Donc c'est les facilités et les incohérences dans un scénario. Je trouve que c'est un sujet assez intéressant parce que dans tous les domaines de compréhension d'un film, je trouve que les incohérences et les facilités de scénario, c'est quelque chose qui s'approche le plus de quelque chose d'objectif. C'est-à-dire que on peut objectivement trouver qu'une idée de scénario est un peu facile, et surtout, une incohérence, c'est quelque chose d'objectif, quelque chose d'incohérent, il suffit de le prouver par A plus B, c'est objectivement incohérent. Après, est-ce que c'est important pour le film? Est-ce que ça dessert le film ou pas? Ça, je pense que c'est de l'ordre de la subjectivité. On a eu un débat avec le CCU là-dessus, sur la chaîne de Régis le Gorilla, je vous invite à aller le voir, mais en tout cas, voilà. Ce film m'a fait réfléchir à ça parce que,
Un braquage, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est un puzzle que quelqu'un fabrique lui-même avec les obstacles qu'il va mettre lui-même. Alors je trouve que le film manque majoritairement d'obstacles, parce qu'un braquage, c'est donc un plan extrêmement bien huilé dans lequel on va mettre des emmerdements qui vont venir compliquer la tâche, et ce qui va permettre aux personnages d'improviser, et c'est là où justement les personnages sont supposés se révéler. Malheureusement, dans ce film-là, on a quasiment zéro emmerdement pas prévu. C'est-à-dire que le seul emmerdement pas prévu qu'on va vraiment avoir, c'est l'histoire de l'aimant pour ouvrir le collier. Et d'ailleurs, donc ça c'est résolu avant que le braquage commence par la sœur de Rihanna qui débarque un peu en Deus Ex Machina pour filer un aimant. Donc là, on est clairement dans l'ordre de la facilité scénaristique, c'est-à-dire qu'on met un problème qui est factice et on le résout de manière hyper simple. On appelle quelqu'un et hop, c'est résolu. Ce qui est assez problématique parce que malheureusement, le problème c'est que ça ne crée aucune... personne n'a besoin de se démener pour mener à bien ce braquage à cause de ce problème-là. C'est un problème qui d'un coup se résout de lui-même et qui n'a apporté quasiment aucune réelle difficulté à nos braqueurs, à part le fait qu'elle doit prendre une photo, qui donc conduit au fait que Anatawe se rend compte du poteau rose et qu'en fait elle va faire partie d'un braquage. Ce qui est incohérent aussi. Mais alors je vais revenir rapidement sur le problème du collier avec l'aimant, c'est que c'est incohérent parce que les gardes de sécurité, quand ils doivent enlever le collier sur Anatawe, bah théoriquement, ils doivent se rendre compte que c'est pas la même attache, parce que fatalement, le problème c'est que le collier avait déjà été fait avant que les filles se rendent compte que l'attache était aimantée. Donc comment les filles ont pu rajouter une attache aimantée sur un collier qu'elles avaient déjà fait, et les gardes de sécurité, eux, ils le détachent sans s'en rendre compte, alors que le problème c'est que le collier est découvert au moment où l'experteur de chez Cartier se rend compte. Donc vous vous rendez compte, il y a un emmerdement qui est placé dans le film, qui va générer des incohérences, parce que l'emmerdement est totalement factice, et il n'a pas été pris en compte dans le scénario de manière assez rigoureuse, pour que l'incohérence, soit évité et que tout soit vraiment rigoureux, quoi. Que quand tu mets une difficulté comme ça avec la découverte du fait qu'il y a un cadenas spécial, et faut que ce soit pris en compte dans l'entièreté du film. Et là, c'est juste pris en compte le temps de l'emmerdement, ce qui est assez problématique pour moi. Et pareil, je vais revenir sur le cas de Anatawe. Donc Anatawe, son personnage se rend compte qu'elle va faire partie d'un braquage, et donc intègre le braquage. Et donc on comprend plus ou moins qu'en fait, elle jouait la comédie, qu'elle faisait partie du braquage à un certain moment. Le problème de ça, c'est qu'elle parle à Sandra Bullock en disant « Je me souviens toujours d'un visage ». L'air de dire « Je t'ai croisé à la soirée ». Donc, est-ce qu'elle a été recrutée après le braquage pour faire partie du braquage ? Je pense qu'en fait c'est ça, et que j'ai pas très bien compris, mais je trouve que c'est pas très bien exploité dans le film. Parce que si elle a été recrutée après le braquage, et qu'elle a fait semblant de vomir, en fait elle a vraiment vomi, alors là je me rends compte que c'est peut-être moi qui ai mal compris, et qu'en fait Anatawe a compris qu'elle faisait partie d'un braquage, et qu'elle a joué le truc jusqu'au bout, mais qu'elle essaie de sauver un peu sa mise en faisant croire qu'elle faisait semblant de vomir. Donc là c'est moi qui ai mal compris le truc, et je me rends compte en temps réel, malgré le fait que j'ai quand même préparé cette critique, mais voilà, je trouve que c'était étrangement amené, parce qu'au final, c'est un truc où elle fait partie du braquage, et elle le joue le jeu, mais elle est consciente de le jouer sans avoir parlé au préalable aux gens. Et le côté, moi c'est vraiment le côté, je me souviens d'un visage, quand elle regarde Sandra Bullock, où je me dis, mais à quoi ça sert cette phrase? Parce qu'elle a jamais vu Sandra Bullock avant, là elle la voit, et ça veut dire quoi, je me souviens d'un visage? C'est-à-dire qu'elle l'a vue à la soirée, qu'elle sait qu'elle y était, donc elle sait qu'elle faisait partie d'un braquage. Bon, j'avoue que cette partie-là, honnêtement, j'ai eu du mal à comprendre comment c'est raccroché avec le reste, et de quelle manière ça rend le film vraiment cohérent. Donc peut-être qu'un deuxième visionnage sera nécessaire pour moi, pour vraiment mettre la lumière sur cette espèce de facilité, incohérence que je trouve avec le personnage d'Anatawe. Mais sinon, dans les facilités, il y en a plein. Enfin, vous vous rendez compte que tout est facile, quoi. C'est vraiment, vraiment dommage. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que le gala du Met, c'est quelque chose d'hyper compliqué pour rentrer. Au final, elles ont toutes des entrées hyper faciles. Il y a même Rihanna qui arrive super tard dans le film. Enfin, vous voyez, il y a même la fille qui est serveuse qui se change et qui devient un invité avec la robe. Enfin, il y a un côté où le problème, c'est que, par exemple, il y a des caméras partout. On est d'accord, il y a des caméras partout. Donc, une serveuse qui devient quelqu'un d'autre avec une robe, théoriquement, les caméras sont supposées le voir. Mais le problème, c'est que ils en parlent pas parce que, évidemment, s'ils se mettent à pointer du doigt tous les trucs qui sont beaucoup trop faciles et évidents qui font que le film s'écroule, et bien évidemment le film s'écroule. Donc ils laissent beaucoup de zones d'ombre, et en espérant ne pas aborder les choses, ils espèrent qu'on va pas y penser. Mais si tu creuses ta tête 2 secondes sur l'entièreté du braquage, tu te rends compte que, fatalement, il y a beaucoup de problèmes qui sont pas abordés, quoi. On nous parle à la fin, par exemple, du fait qu'ils recouvrent les caméras de surveillance avec des iPhones pour faire genre une petite photo et comprendre qu'en fait ils peuvent voler les bijoux. Donc ça c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai trouvé extrêmement prévisible, le fait qu'on se doute qu'en fait le collier principal n'était pas la source du vol depuis le début, parce que dans un film de braquage c'est quasiment toujours comme ça, on nous fait croire qu'on va voler un truc précis et finalement non. Donc là on est plus dans l'ordre de la prévisibilité qu'autre chose. Mais le côté, on va installer des iPhones devant les caméras pour qu'on puisse se braquer sans se faire voir. Mais le problème c'est que le temps d'installer les iPhones, c'est filmé ça. Donc
Les gens qui regardent les caméras, ils se rendent compte de ça. Enfin, vous voyez, mais ça, ils essaient de nous faire passer en douce. Genre, ben non, regardez, on a mis un iPhone avec une photo, et donc dans ce cas-là, vous pouvez plus voir ce qui se passe. Bah oui, mais le problème, c'est qu'on vous a vu installer les iPhones. Et ça, c'est vraiment filmé, quoi. Donc voilà, il y a des espèces de choses comme ça qui sont de l'ordre de la super facilité, parce que si tu creuses la tête 2 secondes, tu te rends compte que c'est absolument pas crédible. Après, il y a des facilités qui m'ont moins dérangé. Le coup de la meuf qui arrive à se faire embaucher exactement dans la boîte où elle veut, au moment où elle veut. Le coup du fait que Helena Bonham Carter arrive à devenir la styliste de Anne Hathaway dans le film. Bah, c'est vraiment ça. Claque des doigts, pouf. Il se débrouille de prendre une star pour rapidement faire un dîner avec elle et faire croire qu'elle va l'habiller elle. Et donc Anne Hathaway est jalouse. Enfin, c'est hyper... Il y a un côté, le personnage fait exactement ce qu'il faudrait que le personnage fasse pour que ça arrive à ce point-là, et on se pose, voilà, donc pour moi, c'est de l'ordre de la facilité, parce que c'est quelque chose qui est juste, fallait que le scénario se passe comme ça pour que ça se passe, donc on va provoquer 2-3 événements, faire une justification pour en faire en sorte que, tout se déroule exactement comme prévu. Ce qui est assez problématique, parce que, bah, il y a un moment où je trouve qu'on voit trop les ficelles, et qu'on sent trop le scénariste, qui n'a pas trouvé une manière assez, on va dire, harmonieuse, une manière assez organique de mettre tout ça ensemble pour que quand le film se regarde, il est fluide et qu'on se dise pas genre « Oh putain mais ça c'est vraiment... fallait vraiment que ça se passe exactement comme ça pour que le film fonctionne quoi ». Là où dans le Ocean Eleven par exemple, on a quasiment jamais ce sentiment-là. Et dans Ocean Eleven d'ailleurs, tout ce qui est contretemps, tout ce qui est emmerde est beaucoup mieux géré et va générer des vraies séquences de suspense et stress. Là où dans le film, il y a quasiment aucun moment où on est stressé ou en suspens parce qu'on se dit mais il n'y a pas un seul moment où les choses vont mal se passer quoi. Parce que c'est même pas voulu, il n'y a pas de moment où les choses se passent mal. Le seul moment un peu imprévu, c'est quand les deux mecs discutent, quand les deux serveurs discutent dans le couloir, ce qui est très très léger quoi. Donc globalement, je trouve que c'est un film qui manque un peu de rigueur dans son écriture, vraiment, et dans un film de braquage, c'est hyper important parce que c'est vraiment un puzzle, et si on sent trop que le puzzle a été coupé de manière beaucoup trop facile pour que les pièces s'incrustent les unes avec les autres, bah fatalement, en fait, on voit la photo se faire avant qu'elle soit faite, quoi. Alors qu'un puzzle, ce qui est intéressant, c'est d'être surpris, c'est de découvrir au fur et à mesure les idées, et qu'il n'y ait pas ce sentiment de se dire, genre, ah, ouais, ok, d'accord, bon, ça, c'est fait parce qu'ils avaient besoin de le faire. Non, là, on sent beaucoup trop les contours de chaque pièce pour qu'elle s'embrique parfaitement, et bah fatalement, ça diminue l'impact du film. En plus du fait que c'est quand même assez prévisible dans l'ensemble, je trouve que les gros retournements de situation, notamment le fameux truc final, est pour moi, mais super prévisible, quoi. Donc écoutez, c'est tout pour cette critique, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est une critique un peu différente de d'habitude, avec cette exploration de cette thématique sur les incohérences et les facilités de scénario. Voilà, je vais essayer de faire ça quasiment à chaque critique à chaud, de prendre une partie du film qui m'a fait penser à quelque chose de plus global sur le cinéma, et d'essayer de développer un peu plus longuement et profondément sur le film. Donc bah c'est tout pour cette critique, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette critique, n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé d'Ocean 8, si vous avez aimé ou pas, et ce que vous avez pensé de mes arguments sur la critique. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile! Et si t'as bien aimé cette vidéo, tu peux aller sur YouTube pour regarder des pubs pour financer d'autres vidéos à moi. Sinon, tu peux aussi t'abonner si t'as pas été abonné. Évidemment, n'hésite pas à partager, à mettre un pouce vers le haut, bref, à faire vivre cette vidéo pour qu'il y en ait encore d'autres qui soient aussi bonnes.